Ça y est, ça tourne. Ça tourne. Là, c'est bon. Alors. Bonjour Antoine de Maximile, merci d'avoir accepté l'interview. Attends, je cadre. Bon. Comme il y a un décalage, voilà, c'est bon. C'est beau. C'est beau. Alors génial. Alors bonjour Antoine de Maximile. Les gens, le grand public vous a surtout découvert grâce au film que vous avez fait J'irai dormir chez vous ce soir. J'irai dormir chez vous, tout court. J'irai dormir chez vous. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit d'ailleurs ce soir. On dit... En général, on dort le soir, mais bon. Oui, on dort la nuit. J'irai dormir quand ça sera l'heure. Donc, les gens vous ont découvert surtout grâce à vos films J'irai dormir chez vous. Ça fait déjà combien d'années que... Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans que je tourne et 10 ans que c'est diffusé. D'accord. Mais ça a commencé confidentiellement sur la chaîne Voyage. Après, il y a eu un petit passage sur Canal+. Et puis, ça a vraiment démarré sur France 5. D'accord. Et là, vous êtes dans une nouvelle saison ? Oui, je suis dans une nouvelle saison avec des nouveaux voyages, des nouveaux pays. D'accord. Et moi, d'un point de vue technique, je me suis demandé qu'est-ce qui vous a poussé il y a 11 ans, donc c'était en 2003, 2003. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix technique d'avoir plusieurs caméras ? Alors, le fait d'avoir plusieurs caméras a été dicté par l'idée que je voulais partir tout seul. Je voulais aller chez des gens d'une part et d'autre part partir tout seul. Donc ça voulait dire pas d'équipe, parce que pour aller chez les gens c'est beaucoup plus facile d'être tout seul, ça leur fait moins peur. Et en même temps, comme j'étais déjà un réalisateur avec une certaine expérience, je savais qu'il était nécessaire d'avoir plusieurs axes simultanés. Parce que quand tu es tout seul et que tu dois filmer tous les axes et tout, c'est pas impossible, mais ça devient vraiment plus compliqué. Et moi, je voulais pas être en train d'être très concerné par la manière dont je devais réaliser et filmer la chose. Je voulais pouvoir regarder la personne en face dans les yeux et avoir mes mains de libre. D'où l'idée de ce système qui est au départ à 2 caméras. Une caméra sur mon épaule qui filme les gens qui sont en face et une caméra au bout d'une tige qui me filme moi. Donc simultanément, j'ai 2 axes. Champ contre champ, c'est vraiment les bases du montage. Et ça donne une grande liberté de rencontre, et après, au montage, une grande liberté d'exploitation des images. D'accord. Et donc c'était un point de vue, c'était la volonté d'avoir plusieurs points de vue qui a imposé le choix technique. Oui. Et sur le terrain, par contre, est-ce qu'il y avait plus de difficultés techniques, par exemple, quant à l'autonomie, le stockage, la sauvegarde de vos films, il y a des contraintes supplémentaires par rapport aux autres documentaires plus classiques que vous faisiez ? Non, parce qu'en fait, en 2003, c'était de l'enregistrement sur cassette. Il n'y avait pas de carte. Ça commençait peut-être, mais il n'y en avait pas vraiment. Et du coup, c'était la même chose. Je me suis retrouvé avec des cassettes grandes comme ça, au lieu d'avoir des grosses cassettes professionnelles. Et à ce niveau-là, c'était simple, il ne fallait pas perdre les cassettes. D'accord. Ensuite, j'ai fait des films plus longs sur les cassettes. Voilà, je faisais des sauvegardes sur disque dur et j'envoyais les cassettes en France et je gardais les disques durs que je n'effaçais que lorsque les cassettes avaient été recopiées et même doublées. D'accord. Je faisais très sécure. Et maintenant que j'ai des cartes, je pars avec un ordinateur. Et donc, vous les envoyez en France. Donc vous deviez chaque fois trouver une poste ou quelque chose comme ça. Oui, mais ça c'est uniquement sur les films où je pars 3 mois. Les films courts, comme les épisodes de la série J'irai dormir chez vous, j'en vois rien, je reste 2 semaines, je reviens avec toutes les images. D'accord. C'est pas utile de mais là vous parlez des films J'irai dormir chez vous, mais ce procédé-là, vous l'avez utilisé avant de faire... Non, mais en fait je fais la différence entre la série, qui sont des épisodes de 52 minutes, et les 2 films que j'ai faits, enfin il y en a un troisième, c'est Burning Man, donc des films de 90 minutes, 100 minutes, qui sont tournés sur des durées en principe beaucoup plus longues, et il est nécessaire que j'envoie les images en cours de tournage, parce que j'ai trop de matière, j'ai trop de risques de perdre des images. D'accord. Et puis en cassette, c'était lourd.
cassette, c'est du lourd. Et 3 mois d'autonomie de cassette, ça représentait un certain volume dans le sac à dos. Combien de cassettes pour avoir une idée? Bah, en tout, je sais pas, C'est j'en des ai fait cassettes 250. 250? Des cassettes DV. C'est des cassettes DV? Mini DV. Des mini Les DV. mini DV, 250, ça commence à faire une belle petite boîte. Vous partiez avec 250 mini Alors, DV? bah, la technique, c'était d'aller dans le pays avec toutes ces cassettes, trouver quelqu'un qui allait me les envoyer à certains endroits. Il y a toute une logistique. D'accord. Comment les gens, le plus souvent, vous voyez avec tout ce matériel? Est-ce que leur regard, vous avez déjà constaté que le regard changeait d'un pays à un autre? Un petit Est-ce peu. que ça rendait plus complexe l'adhésion à votre projet? Alors, c'est assez intéressant. Ce matériel, il est visible, il n'est pas caché. On comprend assez rapidement que c'est des caméras, etc. Il y a des pays où les gens sont très curieux. Et tout le monde demande ce que c'est. Il y a des pays où les gens ne sont pas curieux du tout et ils ne demandent pas. Ils se disent, ce mec est un peu bizarre. Alors parfois, ça donnait, on dirait un martien ou je sais pas quoi. D'autres fois, les gens se trompaient complètement. Ils me disaient, mais monsieur, vous ne pouvez pas venir chanter dans ce restaurant. Je dis, c'est pas du matériel pour faire de la musique. Enfin bon. Et donc, ça passe très bien. Et je trouve que c'est un gros avantage, c'est que ça me permet de faire un premier tri. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, il voit mon matériel et il y a les gens extravertis qui vont venir vers moi et les gens introvertis qui sont souvent des gens moins faciles et moins intéressants pour la télévision parce qu'ils vont peu parler. En fait, ces gens-là vont m'éviter. Donc, avant même que je dise quoi que ce soit, ce matériel me permet déjà de faire un premier tri. D'accord. Et par exemple, dans quel pays où il y a cette curiosité-là et d'autres pays où les gens sont moins curieux ou peut-être ont plus de pudeur? Parce que ça peut être aussi une question de pudeur. Oui, ça peut être quand il y a un fossé culturel qui est plus marqué, les gens sont plus hésitants, quoi. Ils sont un peu moins, un peu moins enclins à parler avec qui que ce soit, avec ou sans le matériel. Ils sont un petit peu moins à l'aise pour parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et puis il y a des pays où, au contraire, on parle très facilement aux gens qu'on ne connaît pas. Vous avez eu des surprises par rapport à la réaction que les gens ont quand ils vous voient équipé, par rapport à l'idée que vous pouvez vous faire? Oui, alors j'ai parfois des surprises, c'est-à-dire que les gens que je rencontre me surprennent parfois. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il m'arrive beaucoup plus souvent d'être surpris par quelqu'un qui avait l'air pas sympa du tout et qui se révèle tout à fait sympa, agréable et souriant, que l'inverse. C'est rare de trouver quelqu'un qui a l'air souriant, épanoui, tu commences à lui parler et il se ferme. C'est plutôt l'inverse qui se produit. D'accord. J'avais une question particulière par rapport à la réaction des gens pour ce qui concerne le Japon. Bon, on sait tous que le Japon c'est un pays où la technique connaît un certain niveau et d'un autre côté, on sait qu'ils ouvrent difficilement les portes de leur demeure. Comment les gens ont réagi face au matériel que vous aviez? Est-ce qu'il y a eu de la curiosité? Il y a eu un peu de curiosité, mais pas tellement. Pas plus qu'ailleurs, en fait. Pas plus qu'ailleurs. Non, j'ai pas eu des gens qui... Peut-être même moins qu'ailleurs. Peut-être moins qu'ailleurs. Oui, je n'ai pas souvenir qu'on m'ait posé la question de savoir pourquoi je filmais ou qu'est-ce que je filmais. Les gens, ça faisait partie des fantaisies que les Japonais, dont les Japonais raffolent, je dirais. Ouais, ils ont un côté fantaisie qu'on ne mesure pas tellement. Non, ils aiment bien essayer des trucs et effectivement, dans la technique et l'électronique, ils sont assez en avance. Parce que moi, le Japon, je l'ai tourné en 2004, ça fait 10 ans. Et la plupart des Japonais avaient un dictionnaire sur leur téléphone. Nous, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand monde qui en avait un. Hein. Mais c'était très connecté. D'accord. Vous parliez d'ordinateurs que vous avez maintenant que vous n'aviez pas avant. Oui. Quelle évolution vous avez constatée justement sur votre matériel? On reste encore dans le domaine technique. Est-ce que les caméras sont différentes? Est-ce que vous bénéficiez de technologies utilisées par le grand public? Alors, bon, quelle contrainte ou au contraire quelle facilité ça a pu amener? Alors, ça a amené des facilités dans la mesure où les caméras de pointe, qui sont celles que j'utilise
sans les modifier, ont vraiment fait des progrès extraordinaires. Les dernières Sony avec le stabilisateur, où tu as tout le bloc optique et le capteur qui sont sur un gyroscope, c'est d'une qualité exceptionnelle. Ça, c'est très très bien. C'est une caméra qui vaut 1000 euros, 1200 euros. HD, qui filme dans le noir en infrarouge. Enfin, vraiment, c'est une très très bonne caméra avec un son 5+1. Alors, ça, je m'en suis pas trop servi parce que ça m'intéresse pas, mais il y a eu des progrès énormes qui ont été faits. En ce qui concerne les petites caméras, les paluches, c'est-à-dire comme cette petite-là, ou les GoPro, voilà, les GoPro qu'on connaît, les petites caméras tubulaires Panasonic, enfin il y a tout un certain... Je n'ai pas pu les utiliser pour l'instant. Je n'ai pas pu les utiliser pour une raison très simple, c'est qu'elles sont dans l'ensemble très fonctionnelles, de très bonne qualité, mais elles ont, jusqu'à maintenant, parce que peut-être même que ce défaut est déjà réglé, mais elles sont de très mauvaise qualité la nuit. La nuit. La nuit. Et moi, je vais dans les bars, je vais le soir chez les gens, je me promène dans des rues mal éclairées. Et là, je me retrouve avec des images qui sont très mauvaises. Donc, on a refait des prototypes, c'est quand même les troisièmes qu'on fait, où on a pris des caméras du commerce, qui étaient des Sony, des petites GW55. GW55. Ouais, c'est des caméras toutes petites, verticales, qui n'ont pas de viseur, qui ont juste un écran qui se déplie. Et ces caméras-là, quand je les ai testées à la Fnac, je me suis aperçu qu'elles étaient d'une qualité mais exceptionnelle dans la pénombre. Donc on en a immédiatement, grâce à Sony qui nous a soutenus aussi là dans ce projet, récupéré, on les a payés quand même, hein, mais on en a récupéré, je sais pas, on en a dû massacrer une dizaine quand même. Parce que il fallait découvrir comment les reconditionner pour que aujourd'hui mes petites caméras elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu enlever tout ce qui servait à rien, le flash, l'objectif d'origine est parti puisqu'il y avait un zoom, on n'a pas besoin de zoom. Il y a eu tout un travail qui a été fait en profondeur par une boîte qui s'appelle Horus et qui est vraiment, je pense que c'est les seuls en France capables de faire ça. Moi, je les ai vus soudés à la binoculaire, hein, et qui m'ont fabriqué des équipements qui permettent de tourner dans une lumière mais extrêmement faible. Donc c'est vraiment très très bien aussi. Ils sont complètement adaptés à mon cahier des charges et je suis extrêmement content des caméras que j'ai en ce moment. Et donc ça, vous l'avez fait avec votre boîte de prod ou vous leur avez... On leur a commandé. Vous leur avez commandé de... Et on l'a fait ensemble parce que moi... customiser d'une certaine façon à partir du noyau oui. du GW 55. Oui, et encore, quand on dit customiser... c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est exploser complètement la caméra d'origine et récupérer, je peux vous dire que c'est pas gros, il y a des nappes qui sont extrêmement fines, récupérer tout ça, faire le tri entre ce qui sert et ce qui ne sert pas. Et aujourd'hui, par exemple, je me retrouve avec une caméra sur l'épaule, une deuxième sur la tige, donc toujours mon système de champ contre champ, et une télécommande qui me permet de mettre tout en route d'une manière simple, que je n'ai pas à déclencher une caméra puis l'autre sur les caméras elles-mêmes. Donc j'ai un bouton, j'ai tout plein de boutons, et cette télécommande s'ouvre en deux, et dans cette télécommande, je retrouve les deux écrans de mes deux paluches, qui me permettent d'ajuster mes cadres, qui me permettent de rentrer dans les menus. J'ai une télécommande, elle est un tout petit peu grosse, mais elle est quand je la montre aux gens, ils sont épatés. Et la télécommande, c'est aussi... C'est eux qui l'ont faite. C'est eux qui l'ont faite. Ils ont fait les câbles qui relient une partie de la caméra à cette télécommande sur 1,50 m. Bah, rien que ça, déjà, c'est un défi technique. Et est-ce que vous l'avez en double? Oui, j'en ai deux. Vous en avez deux. J'en ai deux pour quand il y a une panne, parce qu'il peut y avoir des pannes. C'est des prototypes qui ont été faits je crois qu'il y en a 5 exemplaires, peut-être même pas. Donc, ils ont été très peu testés. Je veux dire, quand on vend des caméras comme GoPro, les Panasonic, etc., et qu'on en a vendu des millions, on a un retour et on sait très bien où sont les problèmes. Tandis que nous, on les découvre lentement. Parce qu'il n'y en a pas 500 000 qui tournent en même temps, il y en a une qui tourne, et puis elle tourne pendant 15 jours, et après elle ne tourne pas pendant un mois. Donc on découvre encore des problèmes techniques. Mais bon, l'équipe Horus est toujours là derrière, elle trouve les solutions, et les J'irai dormir chez vous sortent épisode après épisode, en HD maintenant, Full HD. En Full HD, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas encore de volonté de faire la 4K. C'est absolument pas utile pour l'instant, parce que notre principal diffuseur, Zeur,
C'est absolument pas utile, j'aime bien reprendre les phrases. Notre principal diffuseur, c'est France 5. Et France 5, il diffuse en SD. C'est même pas de la HD. Alors, refaire tout le matériel pour faire de la 4K, ça n'a pas de sens. Et quelles sont les contraintes alors sur le terrain ou les facilités que vous avez eues à découvrir maintenant avec le progrès technique entre 2003 et vous parlez d'ordinateur, vous devez sauvegarder, vous envoyer... Oui, mais moi je suis extrêmement discipliné. En fait, j'ai un cerveau probablement un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis très fantaisiste, très brouillon et très rigoureux et très méthodique, ce qui est assez paradoxal. Et donc moi avec les sauvegardes, je sauvegarde mais avec une régularité et je veux dire je repasse à l'hôtel pour chercher un truc que j'ai oublié. Si j'ai tourné pendant 1 heure avant, je sauvegarde tout de suite. Parce que les cartes, tu sais jamais si elle va pas tomber en carafe. Et depuis le début de la série... Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Voilà, et depuis le début de la série, j'ai déjà perdu quelques séquences. Jamais. Si, j'en ai perdu. J'en ai déjà perdu quelques-unes. Et le fait de rentrer à l'hôtel et de sauvegarder et de repartir, par exemple, sur la même carte, eh ben, tu n'as pas perdu le début. Et je te garantis qu'il y a eu plusieurs fois où je suis très content de l'avoir fait, donc je ne vais pas changer ma méthode. D'accord. Donc vous sauvegardez sur un ordinateur ? Sur un ordinateur, sur un disque dur, et en fait j'ai très rapidement, quand je rentre en France, en général j'ai 3 exemplaires de mes rushs. Et vous n'avez pas... Les cartes je les efface pas, et j'ai un disque dur où je copie, et je fais une sauvegarde de ce disque dur. C'est des cartes SD ? Alors j'ai de la micro SD. La micro SD ? Grand comme longue. D'accord. 32. Alors moi je prends des 16 parce que je veux pas qu'il y ait trop de choses dessus. Et quand il me reste des 32, les 32 quand j'arrive à la moitié je les change. Et j'ai des SD dans la caméra de pointe. D'accord. Et vous n'avez pas idée de les envoyer par mail quand vous arrivez, quand vous êtes dans des ça dure des heures. Des connexions hyper rapides. Non, ça. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais à mon avis c'est même pas raisonnable. Donc c'est quelque chose que je m'embêterais éventuellement à faire si j'étais dans un pays où j'ai suffisamment de crainte du gouvernement pour qu'on me saisisse tout. Ça je ferais. Mais je pense que quand tu es dans un pays où on risque de tout se saisir, en général tu n'as pas la fibre. Et si tu as la fibre, elle est très contrôlée. Elle est contrôlée. Donc bon, a priori non. D'accord. Et entre 2003 toujours et maintenant, il y a eu l'arrivée, entre guillemets, la démocratisation de ces types de caméras. Quand vous voyez les gens utiliser les caméras type GoPro ou celles que vous avez entre les mains, qui viennent de sortir d'ailleurs, à quoi vous pensez? Est-ce que vous dites ce sont des gens qui font comme moi j'ai pu faire il y a quelques années, ou est-ce que vous vous dites que ce sont des instruments qui vont permettre aux gens, enfin quelle est l'image que vous avez quand vous voyez que pas mal l'utilisent pour filmer des tas d'activités, que ce soit ici, chez eux ou à l'étranger? C'est grâce à ces caméras-là qu'on a des images absolument exceptionnelles, d'une part par les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a des points de vue exceptionnels, des endroits où on ne mettait pas de caméra. C'est-à-dire quand il y a eu des petites caméras qu'on pouvait mettre sur un casque en 16 mm. La première, il y avait 10 mètres de pellicule de 16 mm, ça faisait 1 minute d'image. Mais il y a des mecs qui sautaient en parachute avec la caméra sur le... Donc ça existait déjà. Mais la multiplication de ces caméras et puis les facilités qu'on a à les utiliser, tout le matériel qui est livré avec, je veux dire pour les fixer partout, ça a vraiment permis d'avoir des points de vue absolument extraordinaires. Et comme elles sont de qualité qui devient vraiment exceptionnelle, on trouve ça même dans des longs métrages. Maintenant, ils utilisent des choses comme ça. Ça a aussi permis l'essor des drones. S'il n'y avait pas de caméra légère, les drones ne pourraient pas les emmener. Toutes ces choses-là. Et sinon, la multiplication de toute façon des caméras en général font qu'on voit des tas de choses qu'on ne voyait pas avant. Mais dans tous les domaines, ça va d'une attaque de banque, d'un règlement de compte à un endroit, à grand-père qui éternue et qui crache son dentier sur le gâteau. Je veux dire, ça c'est des trucs qu'on ne les voyait pas avant. Ça existait déjà tout ça. Mais maintenant il y a tellement de caméras partout qu'on voit des images qui sont parfois absolument saisissantes. Et justement, quel conseil vous donneriez
au grand public qui de plus en plus utilise ces types de caméras? Quel conseil, vous, en tant que professionnel du voyage, de la découverte, en tant que reporter, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui les utilisent lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils voyagent? Bah, quel conseil, je ne sais pas comme ça à brûle pour point. Je sais par exemple que je ne suis pas fanat des appareils photo qui filment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont absolument pas ergonomiques. Il y a une caméra que tu tiens comme ça, c'est pas pareil qu'un appareil que tu es obligé de tenir comme ça. Ça a été fait pour. Quand tu la lâches, elle ne tombe pas parce que tu as une bretelle qui fait le tour de ton poignet, enfin des choses comme ça. D'autre part, les appareils photo ont une profondeur de champ qui est très faible. Alors ça participe, ça donne une certaine beauté à l'image, d'avoir des zones floues, etc. Mais ça demande vraiment de se concentrer sur l'image. Il faut savoir filmer. Et quand tu veux faire quelque chose qui est plus pris sur le vif, avec ça c'est très difficile et tu as beaucoup de flou. En plus il y a les problèmes de son qui sont... ça s'améliore maintenant, ils commencent à faire des trucs comme ça. Mais moi sincèrement, je ne sais pas combien de temps ils vont en fabriquer parce qu'il semblerait que ça se raréfie. Mais je reste sur le caméscope parce que le caméscope, moi qui filme sans regarder dans le viseur, etc., le caméscope ça a l'avantage d'être tout le temps net. Et d'être parfaitement ergonomique. Donc je suis quand même très caméscope, donc j'ai plus de tendance, quand quelqu'un veut partir faire un film et qu'il n'a pas l'habitude de filmer, j'ai plutôt tendance à lui dire pour un caméscope. Bon, ça c'est une première chose. Sinon, je sais pas, il faudrait parler de sujets plus précis pour que je puisse donner des réponses, mais en règle générale, je trouve ça très bien que les gens filment. Et même moi, j'ai commencé à démarrer comme réalisateur et passer progressivement à devenir un professionnel, comme d'autres mecs d'ailleurs, par une émission qui s'appelait Les Carnets de l'Aventure, qui passait sur France 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, et qui envoyait des mecs en 16 mm, qui partaient faire un film d'une expédition ceci, d'un voyage là, etc. Oui, mais c'était très bien. Et bien maintenant, grâce à ces caméras qui sont pas chères, que tout le monde peut utiliser de façon à peu près correcte, on peut aller faire des films à plein d'endroits. On peut faire beaucoup de films grâce à ces nouvelles techniques qui sont pas chères. Mais même les grosses, moi je les conseille pas, mais même les grosses, on est dans des trucs à des prix qui sont nettement en dessous de ce que c'était que de tourner en 16 mm il y a 30 ans. 30 ans, il fallait mettre de l'argent. Là, tu mets un peu d'argent. Mais en revanche, il reste, et il restera probablement pendant très longtemps, le fait que si tu réfléchis à ce que tu fais, si tu t'appliques, si tu travailles, si tu réfléchis, eh ben, tu vas pouvoir faire des films qui vont ressembler à quelque chose, alors que tu as des gens qui vont partir très loin avec des caméras qui vont très bien marcher, mais qui vont quand même te ramener de la merde, parce qu'ils ont filmé en dilettante, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, et parce que voilà. Et ça nous donnera les projections de diapos qui nous emmerdaient pendant des heures, parce que ton grand-père qui avait un appareil photo voulait te faire voir tout ce qu'il avait fait, sans faire aucun tri, etc. Il emmerdait tout le monde. Donc il restera de toute façon les professionnels, les amateurs et les emmerdeurs. Voilà. Okay. Et amateur, c'est pas péjoratif. Oui, bien sûr. Bon, parfait, je crois qu'on va rester sur parce que là, t'es peut-être arrivé en bout, là. Batterie faible.